Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Éric Miguet. Il fait la une de l'actualité. La chaîne CNews a même fait une émission en direct entre les barres d'immeubles pour essayer de rendre compte de la situation. Le parc Calisthée, personne ne connaissait. Et pourtant, cette copropriété de 2700 habitants au nord de Marseille ne cesse de faire parler d'elle. Chômage, trafic de drogue, réseau de prostitution ou encore squat d'appartements rendent la cohabitation très difficile entre les locataires et les propriétaires. Dans son édition du 11 mai dernier, la Provence est revenue en détail sur la situation au parc Calisthée, une cité sur le point de craquer. Et je vous rappelle que Bande Passante est le podcast hebdomadaire de la Provence, un podcast pour décrypter l'actualité, un podcast à télécharger automatiquement en vous abonnant sur les différentes plateformes. Mardi 10 mai, 6h du matin, des fourgons de CRS se positionnent à l'extérieur du parc Calisthée, une cité paupérisée du 15e arrondissement. Audrey Avesque, vous êtes journaliste à la rédaction de la Provence Marseille. Vous êtes sur place. Que viennent faire les policiers ? Les policiers viennent évacuer une trentaine de logements qui ont été ciblés par la préfecture, parce qu'ils sont occupés de manière illégale. Ils savent qu'il y a une centaine de personnes qui occupent ces appartements, notamment le bâtiment G de la tour Calisthée. Y a-t-il une raison particulière ? Ils viennent évacuer ces logements à la suite en fait de heurts qui se sont déroulés 10 jours plus tôt, le week-end du 1er mai. Des incidents qui ont éclaté entre bandes rivales et qui ont exacerbé une tension qui est permanente en fait dans cette cité, entre trafic de drogue, réseau de prostitution. Et ils ont voulu mener une action un peu coup de poing pour en fait mettre un terme à cette situation. Une action qui était annoncée, mais la préfecture n'avait pas précisé la date d'intervention. Audrey, comment avez-vous été informée ? On a été informés en fait la veille au soir, assez tardivement, par des associations, des travailleurs sociaux avec qui nous sommes en contact et qui travaillent au quotidien auprès de ces réfugiés sur le terrain et qui nous ont informé qu'une opération de police était programmée dès 7h le lendemain, donc le mardi 10 mai. Donc nous, on s'est positionné dès 6h30 avec un photographe pour anticiper du coup l'arrivée des fourgons. Pour resituer la scène, à quoi ressemble le parc Calisthée ? Le parc Calisthée, c'est sur les hauteurs du 15e, c'est très reculé, c'est une cité qui est enclavée sur les hauteurs de la ville. Il y a un très beau panorama sur la mer, sur la Méditerranée, qui tranche complètement avec l'environnement en fait très dégradé de cette cité avec des très grandes tours. Vous le disiez Audrey, vous avez été prévenu par les travailleurs sociaux qui s'attendaient à une intervention de police. Sur place, quelle est l'ambiance ? Il est très tôt, le jour se lève, il fait encore frais. Il y a quelques habitants en bas de ce bloc G qui commencent à descendre des affaires. On voit au compte-gouttes en fait des hommes surtout qui sortent avec une valise à la main, une valise à roulettes, et on les voit s'éloigner dans cet environnement un peu désertique encore à ce moment-là. Il y a des gens, des travailleurs qui attendent le bus, qui prennent sûrement, qui démarrent tôt la journée, et 3-4 personnes qui sont en bas de l'immeuble et qui discutent du coup avec des travailleurs sociaux, 2 personnes qui sont arrivées à l'aube pour s'assurer que tout se passe bien et qu'ils soient évacués dans de bonnes conditions, et ils les informent un peu sur ce qui va se passer, la suite. Dans le même temps, tout le monde attend l'arrivée de la police, il est 7h du matin, mais il ne se passe rien. On a l'habitude que ces évacuations se fassent tôt. Du coup, l'information qu'on avait, c'était que ça devait se passer à 7h. Et le temps passe et il se passe rien. On attend près d'1h30. Et tellement que les travailleurs sociaux et les habitants eux-mêmes se disent ils ne viendront pas aujourd'hui. Mais là, l'heure tourne, ils se disent ils vont pas venir faire une évacuation à 9h ou 10h du matin. Donc ils se disent peut-être que c'est toujours un jour de gagné et qu'ils seront pas là aujourd'hui, ils seront là seulement demain. Dans cette attente, Audrey Avesque, vous allez à la rencontre de ces réfugiés, vous le dites dans votre article, la plupart sont d'origine nigériane. Que vous disent-ils quand vous les rencontrez ? En fait, ils sont complètement perdus, on les sent désorientés, ils ont peu d'informations, pour la plupart ils ne parlent pas français ou très peu, ils parlent anglais et du coup ils ont pas d'accès à l'information. Ces seuls travailleurs sociaux en fait qui sont leur relais entre la police et eux-mêmes. Ils sont dans l'expectative, dans la peur, dans la crainte. Beaucoup ont des enfants, des femmes enceintes aussi. Ils savent pas ce que l'avenir leur réserve.
C'est vrai qu'ils se demandent où ils vont aller et surtout ils se disent aujourd'hui on a un toit mais on n'a pas de nourriture, demain on n'aura plus de toit, on n'aura toujours pas de nourriture, c'est quoi notre avenir? Et il faut pas oublier que ces gens ils ont traversé la Méditerranée pour arriver ici, c'est un long voyage, ils sont souvent passés par la Libye, l'Italie, la France pour eux ça représente un espoir, l'espoir d'une vie meilleure. Ils ont la volonté de s'intégrer, de travailler. Et quand on leur dit on va vous chasser d'ici, ils comprennent pas. Ils comprennent pas ce qu'ils ont fait de mal. Et surtout, ils savent pas où aller. Et ils répètent, on ne sait pas où aller, on n'a rien. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans l'immédiat, ce mardi 10 mai, c'est l'arrivée des fourgons de CRS qui va rythmer la matinée des réfugiés du parc Callister. À 7h55, l'opération commence. Aux fenêtres, les habitants propriétaires d'un appartement observent la scène. Audrey, vous assistez à une scène finalement relativement calme. Finalement, l'opération se passe calmement, vraiment dans un climat très calme. La police se met doucement en ordre de marche. On voit qu'on assiste à des briefings, des commandants qui briefent leurs équipes sur comment ça va se dérouler. Et en fait, la stratégie qu'ils opèrent, c'est de démarrer tout en haut de l'immeuble. Donc, ils montent jusqu'au 12e étage et ils descendent niveau par niveau. Ils s'arrêtent sur chaque appartement qui avait été ciblé par la préfecture. Donc, 36 appartements qui devaient du coup être évacués et scellés. Donc, en fait, ils arrivent avec des plaques en métal et ils scellent chaque logement. Pourquoi scellent-ils les appartements? L'idée, c'est que derrière, plus personne ne puisse resquatter ces appartements. Et nous ferons en sorte que ces logements ne soient pas réoccupés à l'avenir par d'autres squatteurs, par d'autres occupants irréguliers, ce qui contribuera dans les périodes à venir à rendre plus serein la situation de cette cité. Dans cet extrait, le préfet de région Christophe Mirmand donne les détails de l'intervention. Pour s'assurer que les appartements ne soient pas squattés à nouveau, des travaux sont entrepris. L'objectif, en scellant chacun de ces appartements qui avaient été ciblés, c'est d'éviter effectivement une nouvelle occupation illégale de ces lieux. Et donc l'objectif ensuite avec le bailleur social Marseille Habitat, ça va être de détruire les cloisons, détruire les sanitaires dans chaque appartement, sceller chaque porte pour effectivement qu'il n'y ait plus aucune raison et aucun confort, entre guillemets, qui puisse attirer en fait des gens pour habiter ces logements. Bande passante, l'info décryptée. Lors de ce point presse, le préfet de région n'a pas fait que commenter l'évacuation en cours et les travaux à entreprendre. Il a aussi livré des explications sur le devenir de ce bâtiment G du parc Callister. En fait, Callister, c'est une copropriété. Il faut le savoir qu'il y a 13 Marseille Habitat, le bailleur social, mais il y a aussi des propriétaires qui ont leur appartement. Donc du coup, il y a des locataires et des propriétaires occupants qui se côtoient. Et en fait, c'est un bâtiment qui vise à être détruit d'ici quelques années dans le cadre d'un projet de rénovation urbaine. Un projet qui crée des tensions car outre le climat de violence décrit par certains habitants du parc Callister, des propriétaires, à l'image de Sophia, rencontrés par Philippe Laurençon, journaliste au service vidéo de la Provence, s'inquiètent du rachat de leur appartement. J'ai un appartement de type 4 depuis que cette situation se dégrade et que Marseille Habitat donc préempte, c'est-à-dire qu'il doit faire l'acquisition des logements, négocier ou exproprier les gens afin que ça puisse être vide et détruit. Mais le problème, c'est qu'ils veulent pas négocier avec moi. Je les supplie même à perte de juste solder le crédit qui me reste. Et sur un appartement, pour vous donner une idée, pour mon cas précis, un appartement en F4 que j'ai payé 60 000 € il y a plus de 12 ans, il me reste 36 000 € à amortir. Ils m'en proposent 20, grand maximum. Ils m'ont dit que je devrais accepter la somme de 20 000 € actuellement, parce que si je laisse traîner, ça sera à 5 000 € et que je devrais m'estimer heureuse. Un aspect financier qui témoigne de la situation au parc Callister, et pour rien arranger, la tension est récemment montée d'un cran à cause des différents réseaux présents au sein de cette cité. Il y a le trafic de stupéfiants qui empoisonne en fait la vie des habitants des cités, même celle des réfugiés. Ils nous ont parlé que
que les dealers les empêchent de pouvoir rentrer chez eux parce qu'ils ont leur commerce. D'ailleurs, on le voit, c'est inscrit sur les murs comme un menu. On voit les horaires d'ouverture du point de deal. Il y a aussi un trafic de prostitution et du coup voilà, il y a une grosse tension et dans un immeuble qui vise à être démoli, donc il n'est pas totalement occupé. Il y a des propriétaires occupants, il y a des locataires qui louent auprès du bailleur Marseille Habitat et du coup il y a un climat comme ça de tension qui s'installe et qui devient invivable à la fois pour les locataires, à la fois pour les réfugiés qui pâtissent aussi de cette situation. Donc le climat est très tendu et lourd. Des réfugiés qui n'avaient pas demandé à se retrouver au parc Callister, mais comme dans le centre-ville de Marseille, des marchands de sommeil exploitent la détresse de ces demandeurs d'asile. Je crois que c'est un peu ce qu'on peut voir aussi dans le centre-ville. C'est des marchands de sommeil aussi qui ont pris, qui se sont emparés de ça. En fait, en gros, ce que nous disent aussi les travailleurs sociaux, c'est que quand on n'a plus nulle part où aller, on atterrit à Callister. Voilà, c'est que on erre de ville, enfin de ville en ville, de cité en cité, et quand on n'a plus de recours, on arrive à Callister. Et il faut savoir que ces réfugiés payent quand même un loyer auprès de marchands de sommeil qui sont souvent des réfugiés eux-mêmes, mais qui sont arrivés plus tôt sur le territoire et qui exploitent également en fait la misère de leurs frères. Un jeune nous disait qu'il avait payé 500 € à son arrivée à Callister, et ensuite chaque mois il s'acquitte de 100 € de loyer pour pouvoir occuper ce squat. Ils sont en moyenne 3-4 par appartement. Une situation qui se répète à Marseille, le parc Callister n'est pas le seul à avoir abrité des réfugiés. Le parc Corot, la cité des Rosiers, dans le 14e arrondissement par exemple, sont également le théâtre de ces difficultés. Audrey Avesque, au vu de la crise humanitaire, ce n'est pas étonnant. Tout simplement parce que les centres d'accueil sont pleins à craquer, qu'il n'y a plus de place à Marseille et globalement dans les Bouches-du-Rhône. Donc en fait, la réaction première, ça a été d'ouvrir 2 gymnases municipaux. Donc c'est vraiment de l'hébergement d'urgence. Finalement, ça n'a duré que 24 heures. Après ça, les réfugiés étaient placés soit dans des centres d'accueil, soit dans des hôtels. L'idée ensuite, c'est d'analyser la situation personnelle et familiale de chaque réfugié, faire le point justement sur l'état de leur demande d'asile, etc. Parce que quand on est demandeur d'asile, on a le droit à un hébergement. Sauf que quand les CADA, on appelle ça des CADA, quand ces centres d'accueil sont pleins, et on les amène dans des hôtels. Mais tout ça dure qu'un temps. Et forcément, au bout d'un moment, on sait que ces gens se retrouvent à nouveau à la rue. Et donc, ils vont se retourner vers de nouvelles cités, vers de nouveaux squats, tout simplement pour avoir un toit sur la tête. Merci Audrey Avesque pour ces précisions. Je rappelle que votre reportage est à lire sur laprovence.com, le site internet de la Provence, où vous pouvez aussi retrouver tous les autres épisodes de Bande Passante.